Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfant, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour Sophie, bienvenue. Mais c'est un vrai plaisir, Thérèse, de parler avec vous. Je suis un peu émue en ce moment parce que je vous suis. C'est assez récent que je vous ai découvert sur Instagram et à chaque fois que je vois vos posts, c'est vraiment avec beaucoup de passion, d'intérêt que je les regarde, je les écoute parce que vous êtes très, très candide dans votre approche et vraiment, c'est un honneur de pouvoir avoir cette conversation avec vous. Merci Sophie de me dire ça, c'est gentil. Vous avez quel âge là aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Si vous avez choisi de me contacter, c'est peut-être que vous vivez quelque chose de difficile dans votre vie. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qui vous amène? Dans le contexte romantique, je ressens qu'il y a pas mal de difficultés et je me demande si c'est parce que j'ai eu et j'ai toujours des relations difficiles avec mon père et mon grand frère notamment. J'ai observé un pattern dans les relations romantiques que je poursuis et que j'attire. Et il y a un élément commun dans les relations romantiques que j'entame, notamment, c'est l'indisponibilité émotionnelle de l'autre. À chaque fois que j'attire un homme ou je me mets dans une relation, tristement, je vais avouer que certains d'entre eux sont mariés ou sont pas divorcés, même si émotionnellement ils sont séparés. J'ai une tendance à attirer ce genre d'homme et ce qui m'effraie un peu aussi, c'est que je n'arrive pas à forcément arrêter ce genre de relation. Donc, je laisse une porte ouverte. Et même si j'attire des hommes célibataires, c'est bien souvent des relations, ils ont tous un pattern commun. En tant que, ça commence de façon très intense, ils me donnent beaucoup d'attention, ils sont très fascinés par ma vie. Et puis, il y a un déclic, à chaque fois ça arrive, il y a un déclic, il y a une distance qui se crée. Donc, c'est très bizarre et ce qui m'amène à constater que c'est des gens qui sont émotionnellement indisponibles. Et autre chose, juste un point final que je vais rajouter, à l'autre côté du coin, je suis un peu anglophone aussi, désolée, c'est que je me demande si moi aussi je suis un peu émotionnellement indisponible. J'effraie les autres ou j'ai fait des choses inconsciemment pour repousser l'autre. C'est hyper intéressant ce que vous dites là, Sophie, parce que il y a cette idée que on attire à soi ce que l'on vibre. Qu'est-ce que vous comprenez quand je vous dis ça? Je pense que si j'aimais l'énergie, que je suis quelqu'un qui ne veut pas quelque chose de longue durée, sérieuse, je vais attirer exactement les hommes qui veulent ce genre de choses. Et je pense que j'aimais cette énergie parce que fondamentalement, je ressens une crainte d'avoir quelque chose de sain et de durable. Et vraiment, même que je réfléchis à ça maintenant, ça me stresse. Je commence à transpirer un peu parce que l'idée d'avoir quelque chose de long terme, d'avoir quelqu'un qui sera à mes côtés tout le temps, c'est quelque chose qui m'effraie. Et je me dis, si ça m'effraie, mais comment est-ce que je vais attirer un partenaire comme ça? Parce que ultimement, c'est quelque chose que je veux pour moi. C'est hyper important ce que vous dites là et très intéressant. C'est qu'à la fois, il y a une partie de vous qui avait envie d'avoir une belle relation et il y a une autre partie qui n'a pas envie de cette belle relation. Vous dites, je suis effrayée par une relation qui serait durable et saine. Intéressant quand même, parce qu'au départ, c'est un peu contre-intuitif. Alors, on va imaginer, coup de baguette magique, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez une relation durable et saine. C'est quoi le scénario catastrophe? Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans cette situation? Ben pour moi, je me dis que peut-être il y aura un moment où il se rend compte que, un, je suis un peu trop lourde à gérer parce que je suis quelqu'un d'assez
compliqué, complexe d'une certaine manière parce que je suis assez ambitieuse, j'ai envie de faire pas mal de choses et je suis aussi quelqu'un qui stresse beaucoup, donc je m'inquiète beaucoup. Donc dans ma vie de tous les jours, il y a forcément des problèmes et j'ai tendance à un peu, je suis un peu obsessive avec ces problèmes. Donc je suis la personne qui parle beaucoup de ces problèmes, pas pour forcément se plaindre, mais pour gérer les émotions afin que ça saute de mon système. Et je pense aussi, je suis assez, j'ai beaucoup de sauts d'humeur. Je vais dire, des fois, je suis très joyeuse, des fois, je suis très inquiète. Et je pense que c'est un peu un manque de stabilité émotionnelle de ma part. Donc, je me dis, à cause de ça, peut-être les hommes vont me percevoir comme quelqu'un de lourde. Et deuxièmement, je me dis peut-être je porte un masque, peut-être je suis pas cette fille adorable qui est généreuse, qui peut offrir beaucoup d'amour, peut-être je suis quelqu'un qui n'a pas de patience, peut-être je suis égoïste, mais je me demande ces questions, mais je crois pas que je le suis, mais il y a une partie de moi, je me dis je porte un masque et bientôt ils vont le voir. Et quand est-ce que vous avez enregistré dans votre histoire, peut-être dans votre enfance, dans votre adolescence, que vous pouviez ne pas être aimable? Oui, ça c'est une question que je me suis posée dans les semaines précédentes. Je pense que j'ai été élevée de cette manière et mon père jusqu'à aujourd'hui et même mon grand frère ils me font ressentir que je suis quelqu'un qui est difficile à aimer, que je suis un fardeau et que je suis quelqu'un à problème. Alors attendez, Sophie, on va aller approfondir ça, parce que ça, c'est très important. On vous a fait comprendre que vous étiez quelqu'un de difficile à aimer, même un fardeau. Alors vous dites, votre père et votre frère, comment est-ce qu'ils vous ont fait penser cela? Ils ne m'ont pas vraiment démontré un amour propre. Bon, c'est deux individus séparés, mais pour prendre l'exemple de mon père, lui, il m'aimerait un peu plus si, par exemple, j'ai des bons résultats à l'école, si je ne pleure pas, si je ne dramatise pas les choses, si je suis quelqu'un de convenable pour ses projets à lui. Si je veux quelque chose qui ne s'aligne pas avec ce qui est facile pour lui, je deviens un fardeau, je suis un problème. Donc moi, je dois m'ajuster pour qu'il soit bien. Par exemple, si je souriais pas ou si je pleurais devant lui, j'étais grondée. Et jusqu'à présent, quand je me plains à propos de quelque chose, il me dit carrément, je suis pas intéressée à savoir. Donc, c'est vraiment une relation très difficile que j'ai. Et pour prendre l'exemple de mon frère, il est quelqu'un qui est toujours agacé autour de moi. Si je veux quelque chose, soit il va tourner ça en une blague ou il va me faire ressentir que c'est un fardeau, que je veux quelque chose et que c'est pas bien que je veux quelque chose. Donc quand vous avez vu la façon dont votre père et votre frère étaient en relation avec vous, la petite fille, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, Que je dois être d'une certaine manière pour être aimée, je dois me faire petite, je dois être convenable, je dois être la fille parfaite qui ne montre pas ses émotions pour être aimée. ce que vous ressentez quand vous me dites ça. Je suis très triste, j'essaie de ne pas pleurer là en ce moment, mais c'est quelque chose qui me rend très triste parce que je sais que la petite fille en moi, elle mérite l'amour le plus puissant qui existe parce que je sais vraiment que j'ai un cœur qui est rempli d'amour et de bonheur. Et de savoir qu'il y a deux individus que je laisse le contrôle à eux de diriger cette facette de ma vie, c'est quelque chose qui me cause beaucoup de peine. Je comprends votre tristesse, parce que c'est terrible d'avoir enregistré cette information-là, qu'il fallait correspondre aux attentes des autres pour être aimé, qu'on n'était pas aimable tel que nous sommes. Il y a une personne dont vous n'avez pas parlé, c'est votre mère. Ah, ma mère, elle est décédée il y a 19 ans. Elle avait eu le cancer, j'avais 12 ans à l'époque, donc elle nous a tristement quittés. Vous aviez 12 ans à l'époque, vous dites. Oui. Et donc, vous n'avez pas grandi avec le regard de votre mère, en tout cas pendant votre adolescence et votre jeune âge adulte. Oui, oui, c'est exact. J'avais pas cette présence maternelle dans ma vie. Je pense qui explique aussi pourquoi la partie féminine de moi, c'est quelque chose que je protège. En même temps, je sens qu'elle a une petite voix qui n'arrive pas à s'affirmer autant. Mais je pense aussi que c'est cette manque de douceur de mon côté que jusqu'à présent, je pense que j'ai une carapace qui met une voile contre mes émotions des fois. Et je suis un peu en mode que je dois juste
gagner les prochains challenges. Je me mets des challenges et je m'efforce à les gagner parce que pour moi, d'une part, je sens qu'il faut que je fasse ça pour que j'ai mon identité. Mais je pense pas que c'est une vie saine. Et quand vous étiez enfant, quand vous étiez une petite fille, avant vos 11-12 ans, avant le décès de votre mère, quelle était votre relation avec elle? Donc, c'était une relation d'amour. Elle était assez protectrice envers moi, surtout que déjà quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un qui était angoissée. Mes professeurs à l'école me demandaient toujours pourquoi je suis angoissée. Et je pense que c'est, je sais pas si c'est quelque chose qui est génétique, mais elle était là à mes côtés, elle était vraiment ma protectrice et je ne me rappelle pas vraiment de moments traumatiques envers elle. Je me rappelle bien que mon père, bon, là d'où je viens, c'est quelque chose d'assez normal que on se faisait frapper par les parents quand on faisait pas bien à l'école, par exemple. Donc c'est quelque chose que je sais, c'est choquant et je pense pas que c'est quelque chose qui est acceptable. Mais à Maurice, la norme, c'est que c'est normal. Tous mes amis de l'école, ils sont tous passés par là. Il faut à tout prix rapporter un A ou un A plus à la maison. Si on ne le fait pas, on n'est pas bien. Et je me rappelle bien que, par exemple, quand j'essayais d'étudier à l'école, je faisais pas bien les alphabets, par exemple. Mon père, il me frappait, il m'enfermait dans une chambre noire. Et c'était ma mère qui se bagarrait avec lui pour qu'elle me sauve, pour qu'elle ouvre la porte. Donc, pour moi, c'était ma protectrice, sachant qu'elle avait aussi son côté sévère, mais elle ne m'enfermait pas dans une chambre noire, par exemple. Alors quand elle est décédée, vous n'aviez plus votre protectrice, comme vous dites? Yes, c'est ça, et je pense que c'était aussi, je l'ai effacé un peu de ma vie. Pendant beaucoup de temps, je l'ai effacé. Je me suis endurcie pour survivre. Je me suis dit que voilà, je peux pas laisser exister une partie de moi qui veut cette douceur parce qu'il n'y aura pas, je dois me protéger moi-même ou les hommes qui sont autour de moi, eux, vont me protéger dans la meilleure capacité qu'ils peuvent. Mais moi, je peux pas m'autoriser à avoir ce désir d'avoir cette protection maternelle. Et jusqu'à présent, je le bloque. C'est quelque chose qui me, je vais pas dire dégoûté, mais c'est quelque chose qui me fait sauver si quelqu'un s'approche de moi d'une façon un peu maternelle ou douce, mon système le refuse. Et en vous protégeant de la sorte, qu'est-ce que ça vous empêche de vivre aujourd'hui? Une reconnexion avec moi-même que je peux juste essouffler, euh, que je peux juste respirer et juste être et ne plus sentir le besoin de renforcer ma carapace, d'être cette power woman, d'accomplir 10 millions de choses juste pour me prouver que voilà, je suis valable. Je pense que c'est ça. Euh, je pense que c'est aussi une sérénité, une forme de paix en moi-même que je ressens bien souvent que j'ai pas. S'il y a des problématiques qui se passent dans ma vie, je ressens le besoin d'aller extérioriser avec quelqu'un d'autre au lieu de me faire confiance moi-même que j'ai les solutions à ça. Donc, c'est ça. Je pense que vraiment, il y a une disconnexion entre moi et mon plus grand être, je pense. Ici. Et c'est vrai que si vous êtes déconnecté avec vous, et s'il y a cette carapace, eh bien forcément, c'est impossible de connecter avec l'autre. Et quand on a une carapace, on peut vivre ces premiers moments qui sont très agréables dans une relation amoureuse, parce que justement, on est dans cette période romantique où on aime une forme d'image de l'autre. Et d'ailleurs, c'est que de la projection et c'est que de l'idéalisation. C'est pas encore la réalité, c'est pas encore le véritable amour. Donc, ces instants-là peuvent bien se passer. Et quand il s'agit d'aimer l'autre pour ce qu'il est et non pas pour l'image qu'on s'est faite, c'est là il y a un arrêt dans la relation, que ça se passe plus bien. Parce que s'il y a une carapace, ça veut dire que vous laissez personne vous découvrir tel que vous êtes. C'est bien ça, waouh. Oui, je me suis pas rendu compte, mais je pense bien que c'est ça, c'est ce qui se passe. Et vous ne le faites pas parce que vous avez peur que si on découvrait la Sophie que vous êtes réellement, la femme que vous êtes, vous avez un doute. Est-ce qu'on va m'aimer? Vous n'êtes pas tout à fait sûr qu'on s'émerveille devant la personne que vous êtes. Oui, c'est vraiment ça parce que à chaque fois que je me mets dans une relation romantique, je ressens le besoin d'impressionner l'autre, que
voilà, je suis X, j'ai fait ça, je me suis levée très tôt, j'ai couru 10 km, j'ai mangé une salade. Je ressens comme si le besoin d'impressionner l'autre et je me dis, je ne crois pas qu'ils sont intéressés à savoir ça. Je ne crois pas que ça change quoi que ce soit. Et si l'autre n'est pas intéressé ou n'est pas impressionné, je ressens encore plus le besoin de faire plus, d'aller plus fort, que voilà, je fais beaucoup plus de choses, je veux épater. Et je ne sais pas pourquoi je fais ça. Vous avez envie de vous prouver quoi là? Qu'est-ce que vous cherchez à rassurer chez vous? Des fois, je me demande, et des fois, j'ai cette petite voix qui me dit, Achat, ne veut pas chercher ton père chez l'autre, ou la validation que tu n'as pas de ton grand frère chez l'autre. Vous allez chercher à entendre quoi? À recevoir quoi? Je pense que je veux juste entendre que Sophie, tu es la femme complète, tu es la plus forte, tu es la plus impressionnante, ce que tu fais, c'est admirable. Et c'est vraiment, je cours après ce genre de choses. C'est vraiment comme si je veux impressionner l'autre, je veux vraiment qu'il me le dise, que voilà, il faut que tu me le dises pour que je le croie. Parce que vous avez enregistré que pour être aimé, il faut impressionner. Pour être aimé, il faut réussir, il faut performer. Donc forcément, si vous avez enregistré ce message quand vous étiez enfant, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique qu'à l'âge adulte, même à 30 ans, vous continuez à reproduire ce même mode de fonctionnement. C'est comme ça que votre cerveau, votre cœur, votre corps a enregistré que devaient être les relations d'amour, puisque la première relation d'amour que vous avez vécue, c'est avec votre mère, avec votre père, avec votre frère. Et là, dans cette sphère familiale, c'est comme ça que les choses se sont encodées en vous. Alors, on va les désencoder, hein, mais déjà, est-ce que vous comprenez comment vous fonctionnez là? Oui, il y a cet aspect, mais aussi, je pense parce qu'il y a cette partie de moi qui reconnaît exactement ce que je fais et dans le passé, parce que je sais que j'ai essayé de combler ce manque d'amour masculin, je me suis retournée vers les hommes qui étaient abusifs, par exemple. Donc là, j'ai aussi un peu de trauma parce que j'avais passé 7 ans avec quelqu'un de très, très abusif. Et là, je me dis que si je prends pas mes précautions encore, je vais me retourner vers l'homme abusif encore et je ne veux pas de ça. Donc, je crois qu'on s'est séparés il y a 7 ans maintenant. Donc, bonne nouvelle, j'ai pas rencontré. Ça veut dire quoi un homme abusif pour vous? Ok, concrètement, par exemple, quand j'étais sortie avec mes amis, il allait m'appeler par vidéo et il me demandait de montrer avec qui je suis. Quand je retournais chez lui, il me sentait pour voir s'il y avait des parfums d'homme sur moi. Ou si j'étais sortie la journée pour aller voir mes copines et on dormait ensemble sur le même lit, il me poussait de lit. Il regardait mon téléphone pour aller voir à qui j'envoyais des messages. Il me jugeait sur ce que je portais, sur mes vêtements. Il n'aimait pas que j'étais ambitieuse. Je voulais trouver un job pendant que j'étais étudiante. Il me dissuadait à le faire. T'es vraiment quelqu'un qui me contrôlait. On a eu une bagarre physique où il m'a étranglée brièvement. Beaucoup de fois, il m'a hurlé dessus en public dans des centres commerciaux où les gens, ils devaient me demander si j'allais bien. Donc vraiment, moi, ça m'a effrayée parce que j'ai attiré ce genre de personnes et c'est aussi quelque chose que moi, j'étais dans cette relation pendant 7 ans. Ça m'a pris 7 ans à pouvoir le quitter. Mais bonne nouvelle, après ça, j'ai jamais rencontré, je me suis jamais mise dans une relation de telle nature. Les hommes que j'ai rencontrés après, c'était des hommes bien, en gros, qui m'ont respecté, je vais dire, comparativement à ce que j'ai vécu. Mais c'est quelque chose qui m'effraie aussi dans mes relations futures parce que je me demande, est-ce que je vais encore attirer, je ne sais pas si on appelle ça pervers narcissique ou toxique. Et c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup parce que je sais que j'ai fait cette mauvaise décision parce que je ressentais un manque d'affection de mon père, de mon frère, et ça m'a poussé dans cette mauvaise direction. Et je sais que cette manque existe toujours et j'ai peur que je fais le mauvais choix. Je comprends très bien ce que vous dites. Votre réflexion a beaucoup de sens. Euh, de comprendre que ce manque d'amour de la part de votre père fait que vous allez rechercher cet amour ailleurs et vous pouvez effectivement rechercher des mauvais partenaires pour vous parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que notre cerveau va chercher toujours des partenaires qui ressemblent sur certains points à nos parents pour le meilleur, parce que nos parents nous ont aussi donné des belles choses, mais parfois aussi pour le pire.
Et donc, en fonction des parents qu'on a eus, on va aussi parfois faire une espèce de casting un peu géant. On va choisir des personnes qui vont nous faire revivre des choses de notre histoire. Ça, c'est un point très important à comprendre, de conscientiser que c'est pas un hasard si on choisit telle ou telle personne. C'est un processus inconscient. Et souvent, pour réparer des choses de notre histoire, pour répondre à des besoins de notre enfance. Et donc, c'est comme si, pour achever quelque chose qu'on n'a pas eu, on va recruter telle ou telle personne. J'espère que vous me suivez parce que ça semble un petit peu compliqué, un peu théorique, mais cette théorie, elle est très vraie. Et c'est important de pouvoir la nommer pour qu'on puisse reprendre notre liberté et peut-être, du coup, d'encoder un autre message dans son cerveau pour que on se dirige vers des personnes qui soient bonnes pour nous. Donc, peut-être que ça, déjà, c'est un premier point. Maintenant, on va revenir justement sur la relation avec votre père. Je vous pose juste cette question. De quoi avez-vous eu besoin de la part de votre père qu'il ne vous a pas donné? Le vrai moi n'a jamais eu l'espace d'exister autour de lui. J'ai toujours eu à être la personne qu'il veut que je suis. Donc, il n'a jamais été à l'écoute de ma partie fragile. Cette partie-là voulait juste exister. C'est pas qu'elle allait continuer à être fragile, mais elle voulait avoir un moment où elle est reconnue. Et jusqu'à présent, c'est quelque chose avec quoi j'ai beaucoup de difficultés. Il n'est juste pas intéressé dans ma vie. Bon, il n'est pas quelqu'un d'horrible, il est aussi une belle personne, mais il a des défauts comme un père. Comment vous auriez ressenti que votre père vous aime pour ce que vous êtes et non pas seulement pour ce que vous faites? Vraiment soulagée, vraiment soulagée. Je sens que cela m'aurait permis à prendre de l'espace dans le monde parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que même dans mes relations amicales, je me fais petite. Je me fais petite pour donner l'espace aux autres, ou je parle moins parce que je me dis, OK, ce que je dis n'est pas important, je suis un fardeau. Et qu'est-ce que votre père aurait pu faire très concrètement pour vous faire ressentir que vous êtes aimable tel que vous êtes? C'est d'arrêter de me critiquer, de m'aimer tous les jours, que je faillis, que j'échoue, que je pleure, que je ris, que l'amour ne change pas, l'amour, elle est pareille tous les jours. Donc de ressentir que l'amour est pareil, ne change pas en fonction de ce que vous faites. Vous dites de ne pas vous critiquer. On pourrait même imaginer de dire des paroles positives à votre égard. Pas seulement ne pas critiquer, mais dire de belles choses. Oui, bien Tu es sûr. belle, ma fille, je suis fière de toi. Tu es Exact. intelligente, tu es aimable. Tu mérites un homme magnifique à tes côtés. Ça aurait été bien d'entendre tout ça. Super. Oui, exactement. Mm, Je ne l'ai jamais entendu jusqu'à présent. Je ne l'entends jamais. mm, Et comme peut-être vous l'avez deviné, je le chasse toujours. Je cherche toujours mon père à 30 ans. mm, Et plus je le poursuis, plus lui, il s'échappe. mm. Mais pour moi, c'est juste que d'un côté, j'essaie de rationaliser son trauma à lui parce que je sais, lui, il a eu une enfance difficile et je me dis que peut-être la tristesse que je ressens, peut-être il ressent une tristesse similaire, que peut-être moi je peux l'offrir ça. Et que je me dis, non, mais à 30 ans, je ne veux pas poursuivre mon père, je veux poursuivre l'homme de ma vie. C'est ce que je veux faire. Je me dis, mais pour poursuivre l'homme de ma vie, je sais pas s'il y a une partie de moi qui ressent qu'il faut que je fixe ce que j'ai avec mon père avant. Ou si je le fixe pas, je vais le reproduire dans ma relation romantique. Ou des fois, je me critique moi-même, je me dis, mais quelle sorte de fille je suis que je n'arrive même pas à établir une bonne relation avec mon père, sachant que c'est pas ma faute, c'est son problème à lui. Mais j'arrive, c'est vraiment le côté imposteur de moi qui me dit que non, c'est moi, c'est Mm. moi le problème, c'est pas lui, c'est pas eux. Je suis le problème, je suis trop lourde, je suis trop complexe, je veux trop, je suis exigeante, j'ai trop d'envie, blablabla, je veux trop. C'est ça le problème, c'est que quand on est enfant, on va penser que c'est toujours nous qui sommes le problème. On va avoir tendance à se remettre nous en question plutôt que de remettre l'adulte en question, puisque l'adulte, c'est un peu Dieu tout-puissant pour nous. C'est la personne parfaite quand on est enfant. Donc c'est tout à fait normal, dans le sens très logique, très compréhensible, que vous avez pensé que c'était vous qui n'étiez pas assez, au lieu de dire, mais mon père ne m'aime pas de la bonne façon. Et mon père fait une erreur dans sa façon d'être en relation avec moi. Remettre en question son propre parent, c'est
pas possible quand on est enfant ou c'est très difficilement réalisable. Par contre, aujourd'hui, la femme que vous êtes, est-ce que vous arrivez à remettre en question votre père et votre frère? Non, parce qu'à chaque fois que j'essaie à le faire, je me retrouve des contre-arguments moi-même. Je me dis, OK, mais il me supporte financièrement parce que là, par exemple, je viens de bouger à Londres pour faire des études supplémentaires. Il me paye tous les frais, donc je vais passer une année à Londres, tout frais payés grâce à mon père. Ou mon père, quand mon frère sourit, quand il n'est pas forcément, on va dire, poli, je vais, au lieu de dire que voilà, il est rude, il est pas poli, je vais dire non, mais c'est moi qui ai cherché, c'est moi qui ai mal fait, j'ai parlé trop fort, parce que j'ai parlé trop fort, son chien a commencé à aboyer, donc je vais trouver des justifications que, juste pour ne pas les donner pour ne pas les culpabiliser, je préfère me culpabiliser moi-même qui fait aucun sens. Parce que si vous remettez en question leur façon d'être en relation avec vous, si vous reconnaissez leur tort, qu'est-ce qui va se passer? Hmm. Je me sens ingrate, je me sens que j'en veux trop, je suis une princesse, je veux tout, c'est pas normal de tout avoir, les autres l'ont pire que moi. Vous allez penser que vous êtes une mauvaise personne si vous dites que votre père s'est mal comporté, pas à certains moments donnés dans sa vie, avec vous. Surtout ça, oui, c'est très difficile pour moi, même quand vous me le dites, là, c'est quelque chose que je trouve très, très difficile à accepter, que voilà, c'est quelque chose qu'il fait de mal. Je préfère dire non, c'est moi qui fais quelque chose de mal. En quoi ça vous arrange de penser ça, que c'est vous qui avez fait des choses mal? Pourquoi ça vous arrange de penser ça aujourd'hui, à 30 ans? Là, quand je réfléchis à ça, c'est comme si ça me donne une forme de sécurité, comme si je ressens une satisfaction à moi-même pour dire que, OK, je me donne le tour. Je sais pas, c'est comme un puzzle, un dernier puzzle qui rentre dans le jeu. Mais tandis que si je shift le taux à eux, je sais pas, je sens il y a quelque chose qui est pas, il y a quelque chose qui est bouleversé en moi. Comment et pourquoi, je sais pas, c'est étrange. Non, j'arrive pas à déchiffrer celui-là, je comprends pas. Ce qui se passe, c'est que quand on est enfant, on se sent toujours responsable de tout ce qui nous arrive. L'enfant a ceci de très particulier, c'est que il se croit le centre du monde. L'enfant se prend pour Dieu. Il croit que si papa et maman sont heureux, c'est grâce à lui. Si papa et maman sont malheureux, c'est à cause de lui. Il a cette espèce d'égocentrisme qui le rend très orgueilleux, c'est-à-dire qu'il se sent responsable de tout ce qui se passe autour de lui. C'est le propre de l'enfant. On devient adulte le jour où on comprend qu'on est juste nous, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a, et qu'on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive autour de nous. Et le jour où on reprend sa juste place dans l'univers, qu'on fait preuve aussi d'humilité, de se rendre compte que on n'est pas Dieu sur terre, euh, ce jour-là, on devient réellement adulte. Ce qui peut se passer, c'est que quand on est enfant, on a cette pensée tout à fait normale, hein, propre à l'enfance, mais si on a des adultes qui nous accusent, qui nous font porter la responsabilité de certaines situations, ou si il se passe des drames autour de nous, ça peut être aussi comme le décès d'un parent, comme, je ne sais pas, des violences, même une dépression, une maladie. Il y a des drames autour de nous. Et que personne vient libérer l'enfant de la culpabilité, personne vient dire à l'enfant, c'est pas ta faute. L'enfant va se sentir responsable de ce qui lui arrive. Et à l'âge adulte, il va continuer à se sentir toujours responsable de tout, c'est-à-dire qu'il a beau être adulte, mais il va continuer à avoir un fonctionnement d'enfant. C'est-à-dire que d'une certaine façon, et je dis ça pour provoquer votre réflexion et pour essayer de dénouer quelque chose de bloqué en vous, Sophie, c'est que tant que vous pensez que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive, c'est à la fois de l'orgueil et de l'immaturité. Ça veut dire que c'est très orgueilleux de penser que vous êtes responsable de tout. Vous n'êtes pas responsable de tout, vous n'êtes pas responsable de tous les comportements de votre père, de votre frère, et puis maintenant aujourd'hui des hommes qui partagent votre vie ou un petit bout de vie. Et donc à un moment de comprendre que les gens ont aussi leur liberté d'action et que tout ne repose pas sur moi, ça va vous libérer
et vous allez reprendre votre juste place dans l'univers. Mais c'est très étrange parce qu'on pourrait se dire au premier abord, oh là, quelle belle modestie de votre part, vous remettez plutôt en question, vous sentez quoi? Vous pourrez plutôt applaudir ça en disant, waouh, quelle femme incroyable. Et en réalité, c'est un comportement, je vais faire exprès de le dire, qui est très immoral dans le sens qui est très orgueilleux. Mhm. L'humilité, ce serait aussi de reconnaître que vous n'êtes pas responsable de tout ce qui s'est passé. Et l'humilité, ce serait de reconnaître que votre père n'avait pas à se comporter comme ça avec vous parce que vous méritez d'être toujours respecté, toujours être aimé, et que ce qui s'est passé n'était pas normal. Voyez? Quand je dis ça, qu'est-ce qui se passe en vous? Je vous provoque un peu, hein. Non, non, c'est vrai et vraiment c'est dur à recevoir ça. Mais c'est vrai, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu des difficultés à gérer. Et définitivement, d'entendre ça, c'est dur, c'est vraiment dur d'entendre ça, de l'accepter, mais c'est vrai, c'est... Et le fait que c'est dur, je pense que ça veut dire que c'est vrai. Et que c'est vraiment un travail que je dois faire sur moi parce que vraiment, je ne peux pas passer toute ma vie à me culpabiliser pour toutes les choses qui vont mal. Exactement, parce que c'est pour ça que vous allez entrer dans des relations qui sont des relations, comme on dit, toxiques, de violence, etc. Je repense à cet homme qui a partagé votre vie pendant 7 ans. Dès la première attitude violente à votre égard, ça peut être par exemple consulter votre portable. On n'a pas à faire ça dans un couple, ou faire une remarque, ou vous demander effectivement de vous appeler par FaceTime pour voir où est-ce que vous en êtes. Si vous avez un fonctionnement qui est celui, je le dis expressément, celui d'un enfant de se sentir coupable de tout, vous allez penser que c'est vous le problème, que vous avez fait quelque chose de mal. Et donc, au moment où il agit comme ça, vous allez vous remettre en question au lieu de dire non, je ne suis pas responsable de son comportement et ce qu'il fait, c'est sa liberté, mais la mienne, c'est de dire que ce n'est pas OK. Et donc, je suis capable de le remettre en question parce que je ne pense pas que c'est moi qui suis responsable de tous les comportements des gens autour de moi. Voyez. Et le fait de reprendre cette posture va vous permettre de mettre des limites et de dire ça, c'est pas OK. Et puis, je te le dis une fois, et la deuxième fois, c'est plus possible. On ne va plus continuer à avancer ensemble. Donc, ce fonctionnement de je m'accuse de tout parce que je me sens responsable de tout fait que vous allez sans vous en rendre compte, créer des relations qui sont très dysfonctionnelles parce que vous n'allez pas mettre de limites. Et donc, c'est en cela que vous allez contribuer à construire une relation toxique parce que vous vous sentez responsable de tout et vous vous accusez de tout. Mais ça ne vient pas de nulle part. Je prends le temps de vous écouter là depuis quelques minutes. On voit tout de suite que ça prend des racines dans l'enfance. Et quand dans l'enfance, on nous a fait croire qu'on était responsable de la violence d'autrui, eh ben, ça s'imprime en nous. Et donc, on arrive à l'âge adulte avec cette croyance-là. Mais c'est totalement vrai, je suis complètement d'accord. Et je pense que, c'est une nouvelle approche que je veux adopter parce que je veux plus continuer à vivre comme ça. Mais je pense une difficulté que j'ai là maintenant, c'est comment le faire. Je sais, ça va prendre beaucoup de pratique, mais comment je peux arriver à ça? La solution, c'est d'arriver à regarder votre père tel qu'il est, avec à la fois ses zones de lumière et ses zones d'ombre. C'est de comprendre que ce n'est pas parce que vous dites que, à certains moments donnés dans votre vie, votre père s'est mal comporté avec vous. Il n'avait pas à agir de la sorte parce que ses agissements étaient un manque de respect à votre égard. C'était pas des agissements ordonnés à l'amour, d'accord? C'est pas parce que je dis que, à certains moments donnés, il s'est mal comporté avec moi, que c'est pour ça que ce serait une mauvaise personne. C'est-à-dire qu'il peut avoir ses zones d'ombre, mais il peut aussi faire des choses magnifiques. Par exemple, vous me dites, là en ce moment, il vous permet de réaliser votre projet d'études, et c'est aussi très bon et très généreux et très aimant de sa part de vous permettre ça. Mais les deux peuvent exister. C'est-à-dire de voir que on peut parfois faire des choses qui sont mauvaises et des choses bonnes. C'est pas tout blanc, tout noir. Et ça va vous aider parce que dans votre vie de femme, parce que si vous arrivez à voir que votre père a eu des actes qui étaient irrespectueux et en même temps il a eu des actes qui étaient très respectueux, vous allez comprendre que on peut aimer quelqu'un qui est imparfait, d'accord? Donc c'est pas parce que vous remettez en question votre père sur certains sujets que vous n'aimez pas votre père ou que votre père n'est pas digne d'être aimé. Et en vous disant ça, vous allez enregistrer que il en va de même pour vous. Ce n'est pas parce que parfois vous agissez mal que vous n'êtes pas aimable. Les deux peuvent exister. Vous me suivez? Je fais un peu rapide là, mais est-ce que vous me suivez dans ce que je vous partage? Totalement, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens, je suis d'accord. Donc peut-être que
La suggestion, c'est de prendre le temps. Est-ce que c'est sous forme de... Peut-être que c'est en écrivant dans un carnet. Les choses qui ont pu vous blesser. Et de reconnaître que là, c'est votre père qui a mal agi. Et c'est pas vous qui avez mal agi. Et de d'écrire aussi ce dont vous auriez eu besoin à ce moment-là. Et quelle aurait été la bonne attitude pour que votre cerveau puisse enregistrer qu'il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises. Et que vous méritiez d'être bien aimé. Que c'était pas normal ce qui s'est passé. En faisant ça, déjà, vous allez corriger des croyances que vous avez dans votre enfance. Et à partir de maintenant, vous allez aussi vous appliquer euh, un peu les accords Toltec. Je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec, ça vous dit quelque chose? Ah non, pas encore, Bon, non. vous allez vous dire à partir de maintenant que quand il se passe quelque chose autour de vous, ce n'est pas spécialement votre faute. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui arrive autour de vous. On peut le dire autrement, c'est avec cet accord Toltec qui dit, quoi qu'il arrive, j'en vais pas une affaire personnelle. Ce n'est pas toujours moi qui suis au centre de tout ce qui se passe. Parfois, il y a des choses qui me dépassent et ce n'est pas moi qui ai provoqué ça chez l'autre. Et de se rappeler, donc ces accords Toltec qui sont un peu des accords, des mantras qui nous permettent d'avoir des relations plus ajustées avec les autres. Et celui qui résonne après le partage que vous m'avez confié, c'est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ne prends pas tout pour toi. C'est pas toujours toi qui es responsable de ce qui se passe. Vous avez un travail pour vous déresponsabiliser. C'est étrange, hein, parce que certaines personnes, en général, c'est le contraire. On va les inviter à être un peu plus responsables. Vous, c'est le contraire. Ah, tant mieux. Et vous êtes capable de corriger ça. Parce que ça, c'est vraiment une croyance. Et c'est super enfin, qu'à 30 ans, vous puissiez corriger ces fausses croyances pour après engager des relations qui soient beaucoup plus saines parce que vous savez mettre des limites. Et quand il se passe quelque chose, vous n'êtes pas toujours en train de vous accuser. Non, mais exactement, moi, je suis prête à faire le travail parce que je ressens vraiment que ça me bloque, parce que moi, je sais que tout au fond, je veux vraiment trouver un amour sain. Et je sais que j'ai du travail à faire, mais c'est juste que j'étais un peu perdue. OK, mais quel travail exactement? Et je ne sais pas si on a le temps, Thérèse, mais par exemple, je vois quelqu'un là, par exemple, en ce moment, et lui, c'est le résumé parfait de mon pattern et de ce qui me bloque. Eh bien, c'est une bonne occasion, justement, avec lui, de corriger ça. C'est-à-dire que quand vous êtes face à des difficultés dans la relation, d'essayer cette fois-ci de résoudre la situation autrement qu'en vous accusant, mais en faisant en sorte que chacun reprenne sa responsabilité dans la relation. Donc de voir quelle est votre responsabilité, de voir aussi quelle est sa responsabilité, mais de ne pas se charger de tout ce qui se passe. Vous voyez. Et donc c'est une bonne occasion, nos relations de couple, pour guérir les choses qui ont été blessées dans notre histoire, pour corriger des mauvaises perceptions, pour faire autrement. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la petite Sophie adolescente ou la petite Sophie enfant, mais vous êtes Sophie adulte. Et donc d'avoir une posture d'adulte vis-à-vis de lui. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir changer votre façon d'être en relation. Et la relation saine, c'est une relation où l'un et l'autre sont responsables de leur vie. C'est-à-dire qu'ils se conduisent en adultes. On n'accuse pas l'autre, ou on ne s'accuse pas soi-même. Accuser ou s'accuser, ce sont deux positions immatures. Et je reconnais ma part de responsabilité et je prends mon bonheur en main. Je ne délègue pas tout le pouvoir à l'autre. Et c'est ça qui permet après d'avoir une relation saine. Mais c'est pas facile hein, quand on a une histoire comme celle que vous avez vécue quand vous étiez enfant. C'est tout à fait normal que ce soit difficile pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous culpabilisez pas de ça. Tout est hyper logique dans ce que vous me partagez. Mais maintenant, vous pouvez choisir de faire autrement. Oui, c'est totalement ça. On va devoir se laisser. Malheureusement, là, on voudrait poursuivre hein, parce que tout ce que vous partagez est toujours passionnant quand on va un peu voir le cœur de l'humain, de nos histoires. Mais Sophie, avec quoi est-ce que vous repartez? D'abord, comment vous sentez là, après cet échange? J'ai beaucoup plus de clarité, je vais dire, parce que j'avoue que ces émotions, c'était tellement complexe que pour moi, c'était vraiment difficile à les voir. Et grâce à vous, vous avez pu me les expliquer. Donc, c'est beaucoup plus clair pour moi à les comprendre. Et je pense que vous m'avez aussi dit quelque chose que je refusais d'admettre à moi-même, parce que je sais que le problème venait de moi et que autant que c'était dur pour vous de me le dire, et autant que c'était dur, pareil, pour moi de le recevoir, ce message. C'est quelque chose que je devais entendre. Et je vous suis depuis un moment, donc je sais que ça vient de vous. Je vous fais confiance. Je sais que vous êtes
spécialiste en ça et je sais vraiment que on a bien cerné le problème et maintenant, je sais que ça va être difficile, mais vraiment, je suis tellement motivée à faire le travail que je vais le mettre en pratique maintenant. C'est un travail de liberté intérieure. Donc j'arrête de m'accuser, je rends aux autres ce qui leur appartient. Je ne prends pas tout sur moi, je ne porte pas tout. C'est vraiment ça. Et vous allez voir que ça va rendre votre vie beaucoup plus légère, vraiment. Et vous allez être plus heureuse. C'est un beau chemin là qui est devant vous. J'anticipe les changements que ça va apporter. Déjà, vraiment, ça me donne un ressenti de légèreté, vraiment. Je suis excitée à l'idée de poursuivre nouvelle approche, peut-être, si je peux le dire comme ça. Merci pour votre confiance. Bonne continuation sur ce chemin alors. Merci beaucoup, Thérèse. C'était vraiment un plaisir. Merci d'avoir pris le temps. Moi aussi, c'est un plaisir de vous écouter. Au revoir. Merci. Au revoir, Thérèse. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.theresargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.